je vous emmène chaque semaine en escapade à travers les terroirs de France. Découvrir tous les secrets d'un produit qui fait la richesse de notre cuisine, de notre culture, en un mot, de notre patrimoine. Et le voyage commence ici. Bienvenue dans mon épicerie fine. Donc il y a des huîtres partout où il y a la mer en général, et notamment en Méditerranée. Ce qui fait la grandeur, je dirais, de cette huître de l'étang de Thau, c'est son biotope. Son biotope avec une mer qui rentre à l'intérieur, donc la Méditerranée, et des sources d'eau douce qui se mélangent à cette eau de mer. Étant donné qu'il n'y a pas de marée, comme en Bretagne, sur cet étang de Thau, il y a un ostréiculteur que je vais vous présenter qui a une idée géniale. Une idée lumineuse, je vous laisse découvrir le sujet. Au bord de la Méditerranée, Sète est une ville de pêcheurs pas comme les autres. Cernée par l'eau de la mer, et de l'autre côté, l'eau de l'étang de Thau. Ici, flotte encore l'esprit de Brassens, les copains d'abord, et justement, chez Florent Tarbourièche, sur les bords de l'étang, il y a toujours des amis qui passent. Monsieur Ricordo, le Brésilien, est revenu. Ça va, Giorgio? Depuis qu'il est tout petit, Florent Tarbourièche passe sa vie sur l'étang de Thau. Il a repris le vieux mas de son père et s'éloigne le moins possible de cette mer intérieure, son port d'attache. Ça peut être trop chaud là-bas? Très chaud. J'ai appris à nager devant là parce que l'eau de l'étang, l'eau salée, l'eau de mer étant plus porteuse que l'eau de piscine. Donc on s'est mis à nager très tôt, quoi. À 3-4 ans, on partait, on nageait. Et je sais plus, moi, on avait le masque, on regardait, on pêchait les crabes, les oursins. On a passé toute notre jeunesse là, donc forcément une attache forte, des racines bien profondes. Tellement enraciné dans cette lagune que Florent y a fondé sa famille, appelée à devenir une dynastie d'ostréiculteurs. Dans la tribu Tarbourièche, c'est l'huître qui mène la danse et qui donne le rythme des allées-venues des plates sur l'étang. Allez, on y va. En 1986, Florent a repris le petit élevage d'huîtres de son père. Au fil des années, il a su mener sa barque pour devenir le plus gros ostréiculteur de l'étang de Thau. Ces huîtres sont élevées sur table, soit dans des poches posées sur des tables en fer. Il en compte aujourd'hui 60, c'est 10 fois plus qu'à l'époque de son père. Mon premier métier, ça a été pêcheur de moules. C'est un vrai métier, il faut ramasser les petites moules sur les rochers pour les mettre en élevage. Donc c'est un vrai métier, ça s'appelle faire à la graine. Donc de 16 ans à 20 ans, j'ai été pêcheur de moules. Et puis quand mon père est décédé, j'avais 20 ans en effet, et j'ai pris la relève. Donc je suis devenu ostréiculteur à 20 ans. Un ostréiculteur de talent. Ces huîtres sont reconnues et vendues dans le monde entier. Paris, Dubaï ou encore Singapour. Mais pour en arriver là, il a fallu faire preuve d'imagination. Florent, vous êtes donc pêcheur, vous venez d'une région super, très belle, très chaude. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer l'histoire de votre famille et puis votre histoire? Alors pêcheur, j'étais pêcheur. J'étais pêcheur dans mes premières années, quand j'ai quitté l'école à l'âge de 16 ans. Donc de 16 à 20 ans, en effet, j'ai pratiqué la pêche sur la lagune. Alors la pêche des coquillages, bien sûr, comme les oursins, les palourdes, enfin tout ce qui se pêche naturellement, le violet de roche dans la lagune. La pêche aux moules aussi. Bon voilà, c'est un métier quand même assez primaire, quoi. Pêcheur de moules, ça reste quelque chose de très particulier. Et quand mon père est décédé, en 86, j'avais 20 ans, donc j'étais relativement jeune, j'ai pris la relève de son exploitation conchylicole, qui était une toute petite exploitation. Alors dans quelle région?
Ah oui, la région, je ne parle pas. Ben, c'est la région de Sète, Marseillan, la lagune de Thau. Donc Marseillan, Metz, Bouzigues, le fameux berceau de l'huître de Bouzigues, le petit village de Bouzigues, le petit port. Et voilà, et nous on est entre Metz et Marseillan, ça s'appelle Montpénètre exactement, le petit lieu-dit. Et voilà, on est au bord de l'étang de Thau. C'est quand même une particularité cet étang par rapport aux endroits où on peut trouver des oursins, des huîtres. C'est quand même très spécial. Hein. Alors c'est vrai que la lagune est un biotope, je dirais, c'est un écosystème très riche. Hein. Il est alimenté par beaucoup de flux d'eau douce, hein. Que ce soit au niveau de Balaruc, c'est un volcan souterrain en fait, où il y a des très gros débits d'eau chaude, donc ça favorise, je dirais, la photosynthèse, hein. L'eau douce est très important. Il y a beaucoup de petits ruisseaux aussi qui arrivent du bassin versant, toutes les petites montagnes, l'arrière-pays qui alimentent en eau douce l'étang de Thau. C'est très important pour l'écosystème, l'eau douce. Et après, il y a une circulation d'eau de mer entre Sète et Marseillan. Donc la Méditerranée. La Méditerranée, donc en effet, il y a en effet ce mélange d'eau douce, d'eau de mer, et surtout cette richesse en phytoplancton qui permet justement de faire naître la première chaîne alimentaire de par la photosynthèse et de nourrir tous ces coquillages. C'est vrai que la conchyliculture, c'est un peu la première sentinelle, quoi. On fait très attention à notre environnement, donc on participe à son équilibre au jour le jour et depuis plusieurs générations. Comment on fait quand il n'y a pas réellement de marée dans un étang, hein, par rapport à la Bretagne? Comment on fait pour justement que ces huîtres puissent bien se développer? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des astuces? Qu'est-ce que vous faites? Alors c'est vrai, il y a une toute petite marée, il y a 20 cm en régulier, puis parfois 1 mètre quand il y a des coups de mauvais temps. Quand c'est Mistral chez nous, vent du Nord, l'eau s'en va. C'est rare. Donc c'est rare, mais bon, on a des points bas, je dirais, entre le point bas et le point le plus haut, on a un maximum 60 cm de marnage, donc c'est rien en fait. Donc on a mis au point en effet pour donner aux huîtres ces caractéristiques un peu plus... on va dire atlantique, parce que c'est comme ça qu'on a voulu aussi challenger la nature, quoi. On a dit il faut reproduire les marées, donc on va mettre au point un système pour les sortir de l'eau. On a utilisé pour ça, parce qu'il fallait que ce soit un système autonome, on ne peut pas tirer des câbles électriques sur les parcs, c'est pas comme ça, on ne peut pas envahir le domaine public maritime aussi facilement que ça. Donc on a rendu autonome le système, on a mis des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, ou les deux d'ailleurs, sur nos parcs, pour avoir de l'énergie. Après, un système de batterie assez simple et des petits moteurs nous ont permis, et un système d'automatisme et de pilotage à distance, nous permettent de sortir régulièrement selon les rythmes des marées. Alors notre marée à nous, alors une marée naturelle c'est toutes les 6 heures, une marée lunaire, une marée solaire c'est un peu quand on veut, donc on fait des cycles très courts, 3 heures, pour donner aux huîtres ce rythme de vie un peu soutenu. Des marées très longues de 48 heures, pareil, pour qu'elles aient l'habitude de se refermer fermement, pour faire grossir le muscle en fait. Pour rester en vie, elles doivent rester dans leur eau, donc rester très étages, donc elles vont avoir un muscle adducteur plus épais. C'est intéressant d'ailleurs au niveau de la texture et de la saveur, parce que du coup on a un muscle plus sucré. Donc c'est intéressant. Et puis voilà, la marée solaire qu'on a mis au point il y a déjà 8 ans maintenant, c'était en 2006, nous permet d'avoir des huîtres qui sont différentes. Alors ça reste de l'huître de Bouzigues, elle est sur un terroir Bouzigues, mais qui a des saveurs, on va dire, d'huîtres qui ont un petit peu souffert, qui sont élevées sur l'estran en Atlantique. Et souvent, les belles huîtres naturelles, les sauvages, naissent sur la partie la plus variable, je dirais, de l'estran, où il y a l'eau qui est jamais là, qui vient. Donc l'huître comme ça, les plus belles sauvages sont souvent celles qui naissent sur l'estran et qui s'y développent, quoi. Donc on a des conditions difficiles en fin de compte. Hein. Des conditions difficiles, ouais. L'huître aime la condition difficile. Élever des huîtres, c'est un travail à plein temps. Et pour Florent Tarborièche, qui aime les bichonner, c'est une mission presque parentale. Il veille sur une nurserie qui va lui donner des bébés huîtres pour ensuite suivre toutes les étapes de leur croissance. Il les regarde grandir et s'inquiète au moindre signal de maladie. Salut! C'est ça, être ostréiculteur. Première étape de la production, mettre les bébés dans de drôles de paniers. On les met dans des paniers, des petits paniers qu'on appelle des perlettes, des filets à perles en fait, hein, avec des toutes petites mailles, parce que le fond de 3 mm sinon on le passera à travers. Donc on les fait pré-grossir de 6 mois à 1 an pour qu'elles atteignent une taille manipulable, en gros 2-3 cm. Voilà.
Quand on en est à ce stade-là, on va les coller une par une sur un support, sur un filet. Voilà, donc on les a sortis des pernettes, comme on appelle, et on les a collés une par une, donc sur une pointe de cire. On a des huîtres qui sont collées comme ça, dos à dos, et qui vont se développer, accrochées par l'arrière, donc elles vont avoir cette forme bien concave. Cette technique, apparue en 1906 sur l'étang, est pratiquée par de rares ostréiculteurs à travers le monde. Elle est assez contraignante et demande beaucoup de main-d'œuvre. Aujourd'hui, il n'y aurait que les ostréiculteurs de la lagune de Thau à faire ce collage à la cire, ainsi qu'un de leurs confrères installé à 10 000 km de là, un Japonais. Et je dirais, une fois que le travail de coller une à une est fait, le plus dur, on va dire on est tranquille, quoi. Grandir sous le soleil, exactement. C'est la deuxième étape de production. Les huîtres doivent rester 2 ans et demi minimum sur ces filets et 5 ans maximum pour les super spéciales. Ces huîtres millésimées, prisées par les chefs cuisiniers, sont parfois commandées 2 ans à l'avance. Au bout de 2 ans à ce régime, gorgées de soleil et de ce mélange d'eau douce et d'eau salée, les huîtres terminent leur adolescence. À ce stade-là, c'est-à-dire à ce moment-là de l'année, elles sont en train de faire leur pousse de printemps, qu'on appelle. Et donc, elles ont beaucoup de dentelle. La dentelle, c'est cette pousse, cette nacre fragile, là. En fait, elles forment leur coquille. Des huîtres dentelées qui développent une belle nacre rose violacée et qui, contre toute attente, subissent la marée, comme en Atlantique. Si l'eau de l'étang de Thau ne monte ni ne descend, Florent et son équipe ont mis au point un système unique au monde, une ingénieuse mécanique qui fait toute la différence des huîtres tarborièches. Avant de sortir de l'eau une bonne fois pour toutes, les huîtres sont placées dans des paniers coniques, bercés par le courant. Leur coquille se polit doucement. Fini la belle vie, direction le mas tarborièche. Les huîtres y sont lavées avant d'être mises en bourriche et expédiées vers les 5 continents. Et là, par contre, il faut croquer, il faut mâcher un bon moment en fait avant d'y arriver. Parce qu'il y a quand même une sacrée chair. On peut le faire en 2 fois aussi d'ailleurs. Je prends mon temps, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Et là, c'est la super tarborièche. Voilà. Là, on est dans l'huître qui a 3 ou 4 ans. Certaines même numéro 0, double 0. On a des millésimes qui ont 5 et 6 ans. C'est très gros, hein, c'est monstrueux. Là, on est dans l'huître qui a 4 ans. Florent produit 50 tonnes d'huîtres spéciales par an. Une petite production comparée au tonnage de l'Atlantique, mais une qualité qui s'affirme. Si l'huître de Bouzigues sort de la confidentialité et d'une consommation purement locale, c'est parce que des producteurs comme les tarborièches sont convaincus qu'elle a tout d'une grande. Pour vous, cette huître, qu'est-ce qu'elle a comme différence avec les autres belles huîtres qu'on peut trouver en France, en Bretagne, en Normandie, et qui un petit peu sa spécificité? Parmi une des premières, je dirais, c'est le mode d'élevage. Donc le fait de les coller une par une, on le voit sur le sujet. Hein, donc ça leur donne cet indice de forme, c'est-à-dire elles seront plutôt bien conquées, bien rondes en fait, c'est très important. Donc pour nous, une belle huître, c'est une huître qui est déjà bien formée. L'autre spécificité, c'est que en les sortant comme ça en plein soleil pendant plusieurs heures, plusieurs jours, on a quand même un soleil assez fort chez nous, hein, fort, et du vent, donc elles vont bronzer. Moi je pense que c'est ça, mais je n'ai pas d'autre explication. Elles vont prendre ces reflets un peu rose-violet, hein, c'est assez marqué, donc c'est joli. Donc voilà, ça c'est intéressant comme différence aussi. Qu'est-ce qu'on a après en termes de différence organo? Voilà, en termes de goût, bien sûr, alors, on va peut-être en ouvrir une. Je vais essayer de faire ça sans me blesser. Ça serait dommage, non, vous en ouvrez quand même quelques-uns. Il y a des postures quand même, parce que c'est pas, comme ça c'est dur. Il faut être debout, normalement c'est plus pratique. Mais vous avez l'autorisation de vous lever. Les bras en l'air? Non, je vais le faire comme ça.
Donc voilà. Et puis c'est des huîtres qui ont un muscle très gros, donc avec. Et peut-être le dire aussi, plus le muscle, plus l'huître est grosse. Et plus le muscle, et plus on a du mal à l'ouvrir forcément, quoi. Donc on a, regardez cette texture, hein, beaucoup de chair. Elle est belle. Voilà, une nacre qui est très irisée, très blanche. Donc ça, c'est une de nos fiertés presque premières, hein, quand on arrive à faire une huître où il n'y a pas de défaut de coquille, avec un vrai irisé, en fait. Il n'y a pas de reflet marbré. On est sur des... Et surtout un muscle qui va être gros, presque de la taille de muscle de coquille Saint-Jacques, quoi, et avec beaucoup de sucre. Donc cette épaisseur de chair, cette texture du muscle avec le sucre et ce blanc irisé, là, ça nous permet d'avoir des différences... je dirais, par rapport à d'autres huîtres qui sont élevées ailleurs ou qui avaient d'autres méthodes culturelles. Mais c'est vrai, je crois qu'on fait une différence assez importante quand on voit une huître blanche comme ça, avec une chair ferme. On se dit, mais on dirait pas une huître. Ça ne ressemble pas à une huître qui est des fois triangulaire, qui est des fois un peu... dans le manteau qui part un peu comme ça. Là, on est sur un produit, voilà. Alors après, en termes de texture, j'y vais ou je vous laisse comme vous voulez, on va y aller. Je mange la première, je vous donne la seconde. Merci. C'est pas très poli, mais bon. Si, allez-y, allez-y. J'aurais dû prendre une petite fourchette normalement. Non, pas du tout. Alors satisfait? Parfait, moi je suis ravi, je me régale, j'en mange des douzaines par jour, donc j'exagère. Plusieurs par jour, c'est sûr, parce qu'on les goûte tout le temps. Alors par contre, ce que je fais toujours, c'est que je racle au maximum le muscle. Oui, c'est formidable. Parce que c'est ici qu'on a C'est ici qu'il y a la saveurs, texture. Hein. La texture, elle va apporter la saveur. Il y a les saveurs. La saveur, le sucre, la noisette et les textures. Je vous en fais déguster bien sûr. Petite ou grosse Comme vous voulez. Celle-ci, Allez, une petite alors. Parce que j'avais des spécimens comme ça, mais c'est bon pour faire, pour élaborer, pour mettre, enfin pour vous, pour travailler, en cuisine, c'est beaucoup plus. D'ailleurs, c'est souvent destiné ces grosses huîtres à être travaillées en cuisine. Les petites qu'on a baptisées nous pour leur donner un nom et qu'on on les a appelées les Seven. Vous voyez, alors c'est beaucoup plus accessible en termes de forme mais ça reste très texturé, très charnu. Je vide un peu la première eau. Et voilà. Et là, on est sur un produit qui est... Magnifique. Magnifique. Voilà. Hein. C'est magnifique. Et si c'est bon, c'est encore mieux quand même. Chacun doit se faire plaisir. Et s'il faut apporter une goutte de vinaigre pour certains, un peu de gros sel, la fleur de sel pour d'autres, une pointe d'acidité avec du citron, pourquoi pas? Tout à fait, ouais. Mais je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Et c'est vrai qu'elle est très longue en bouche. Elle est très longue, mais c'est pas agressif. On n'est pas agressif, elle est longue. Et on a ce côté noisette, presque beurre, un petit peu sucré, là, qui est derrière, qui est vraiment... c'est hyper intéressant. Le goût si particulier de cette huître vient sans doute de ce mélange unique entre l'eau de la Méditerranée et celle de l'étang de Thau. Un écosystème, un terroir, une forte identité. Installée du côté de Marseillan, l'entreprise de Florent Tarbourièche contribue à son développement. Cette affaire de famille tourne grâce à 50 employés sur 3500 mètres carrés. Et comme la passion est contagieuse, Florent l'a transmise à son fils aîné, Romain. Tu t'arrêteras sur le 34. Hein. On va regarder les 2 ans là. On va regarder quoi? Les 2 ans, les 2012, mars 2012. Ok. On va sur la 34. Alors arrête-toi, là, là. C'est bon, là, Romain, c'est bon. Ce qu'on va faire quand même, je suis un peu inquiet là, il y a plus de mortalité que prévu. On va ramener une corde pour refaire un contrôle à terre. Je veux savoir exactement ce qu'il y a. Regarde, t'as une corde accrochée là. Défais-moi là, parce que ça va rester comme ça et elle va s'enrouler autour du poteau. Tu veux un coup de main, c'est bon? C'est bon.
Décroche là et ramène-moi une corde qui est derrière là-bas. On va sur la perche 8. On va la contrôler à terre. Imaginez ce privilège, être ostréiculteur et funambule à la fois. Comme pourrait le dire Georges Brassens, le panard intégral. Pendant 20 ans, j'ai fait les plus belles huîtres de Bouzigues parce que c'est les huîtres génériques, les huîtres qu'on fait tous. Hein, on est 600 ostréiculteurs surtout. Et elles n'étaient jamais assez belles pour convaincre une certaine catégorie de clients, notamment les chefs. Entre autres, hein, en tout cas les clients les plus exigeants, alors qu'elles étaient belles à mes yeux. C'était bien plus beau que la plus belle huître atlantique, ce que je leur proposais. À mes yeux, d'ostréiculteurs de l'étang de Thau. Donc, et ça passait pas, quoi. Ça accrochait pas. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme vraie différence que je vois pas entre une huître atlantique et une huître méditerranée? Et aussi bêtement que cela puisse paraître, je me suis dit, et si c'était la marée? Et si c'était de les sortir tous les jours de l'eau? Est-ce que ça serait pas ça? Mais vraiment, presque n'y croyant pas, quoi. Et j'ai dit, je vais tenter. Donc je me suis sorti ma petite corde de l'eau tous les jours, avec mon petit bateau. Et en effet, j'ai vu évoluer pas mal les caractéristiques organoleptiques de l'huître. J'ai vu changer la couleur de la coquille, la densité de la nacre, la chair, le muscle. Beaucoup de choses ont changé au fur et à mesure des cycles d'exondation. Pour faire simple, c'est un système qui permet de faire sortir les huîtres de l'eau quand il le faut. Un procédé made in Tarborièche et qui marche grâce à l'énergie solaire. Alors le principe est simple, hein. Le moteur tourne, fait tourner donc la perche sur lesquelles sont suspendues les cordes d'huîtres. Et donc en s'enroulant un petit peu comme un treuil, la corde va faire sortir les huîtres de l'eau. Donc les huîtres vont croire que l'eau s'en va, mais pas du tout. L'eau est bien là, c'est les huîtres qui sortent de l'eau qui prennent l'ascenseur finalement. Et on va les exonder comme ça sur des périodes qui peuvent varier de 3 heures à 48 heures, avec des fréquences qui peuvent varier de 3 heures à 48 heures. Donc on a mis au point comme ça des recettes assez différentes en fonction du niveau de maturité des huîtres, des paramètres milieux. Et voilà, et puis surtout du résultat qu'on voulait obtenir. Donc on est en train d'année en année de peaufiner, d'affiner un petit peu ces cycles d'exondation et les résultats sont là, quoi. C'est que on s'améliore toujours un peu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voit bien qu'on a un super produit sans prétention, mais on sait qu'on peut faire encore mieux. Un petit arrangement avec la nature. Une marée artificielle sur une eau quasi immobile, mais 100% écologique. Promis, l'étang de Thau n'en souffre pas. Et nos papilles, encore moins. Bien Florent, je vous ai préparé vos huîtres avec un velouté de chou-fleur. D'accord. Donc je trouvais que le chou-fleur, ça se marie bien. Puis on va voir au niveau des textures, je pense que ça va être intéressant. Mais je vous laisse déguster. D'accord. Sans coquille alors. Sans coquille. Sans coquille, c'est plus facile. Là. Et bon, il n'y a quand même pas que du chou-fleur. Je vois qu'il y a plusieurs ingrédients. Parce que bon, l'huître, je la reconnaîtrais entre 1000, alors, forcément. Voilà. Et après, tous les ingrédients... c'est des variétés de choux. D'accord, plusieurs variétés de choux, voilà. Plusieurs variétés de choux, avec un petit peu de basilic pourpre, du petit basilic pourpre, mais des tout jeunes pousses qui apportent une petite touche, mais pas très... Il ne faut pas que ça soit très fort. Il faut bien que, pour moi, quand on goûte de l'huître, il faut qu'on retrouve ce goût d'huître. Bien sûr. C'est vraiment important. L'iode ressort bien. Alors, je ne sais pas si c'est le chou qui l'exauce. Enfin, Oui, ça marche bien. Ça marche très très bien, ce côté iodé. C'est vrai que la texture de l'huître qui fait une de ses spécificités, avec la tendresse de la feuille de chou, enfin, il y a un équilibre de texture qui est intéressant.
Et j'ai toujours peur, quand je mange une huître préparée, de perdre la texture ou quelque chose, quoi. Et finalement, je perds rien du tout. Oui, mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été chauffée. Le problème, c'est quand on chauffe l'huître, il faut vraiment que ça soit tout doux, tout doux, tout doux. Et plus vous allez chauffer l'huître, plus elle va perdre, plus elle va devenir un peu comme une semelle. La texture, elle va perdre. Donc c'est... L'huître aime les choses douces. Faut pas que ça soit violent. Donc là, c'est juste poché finalement. C'est juste, mais très très légèrement, ouais. Très très légèrement poché. Et c'est poché dans le raw. C'est pas poché ailleurs, je l'ai poché dans le raw, égoutté. Et après, fait cette crème de chou-fleur avec ses sommités de chou-fleur. C'est très bien, en tout cas. Bon, vous allez revenir? Bien sûr, c'était un grand plaisir, bien sûr. Merci.